Tu sais comment les gens disent toujours « ma meilleure amie m'a volé mon fiancé », comme si c'était une sorte de conte de fées tordu? Eh bien, accroche-toi, parce que j'ai en fait épousé son père et je suis devenue sa belle-mère. Et chérie, c'est juste le début de cette putain de catastrophe. Laisse-moi te dresser le tableau de comment ma vie a explosé de façon spectaculaire le jour qui était censé être le plus heureux de ma période de planification. Pas le jour de mon mariage, attention, ça n'a jamais eu lieu. Je parle du jour où je suis entrée dans l'appartement de David avec des plats à emporter surprise de son restaurant thaï préféré, les clés qui tintaient dans ma main comme une sorte de cloche de dîner démente, annonçant mon arrivée à la pire putain de fête surprise de ma vie. L'odeur m'a frappée en premier. Ce parfum à la vanille écœurant que Cassie, ma meilleure amie depuis qu'on avait 12 ans, ma demoiselle d'honneur, ma supposée complice, portait depuis le lycée. Mon cerveau a fait ce truc bizarre où il a essayé de rationaliser. Peut-être qu'elle était passée pour aider David avec la planification du mariage. Peut-être qu'elle avait renversé de son parfum sur son canapé pendant une de nos sorties de groupe. Mais puis je l'ai entendu, le son de la voix de mon fiancé, grave et haletant, disant son nom comme une prière. Comme il n'avait jamais dit mon nom, comme si j'étais une inconnue qui s'était égarée dans l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Mes mains se sont engourdies. Les contenants de nourriture taillis ont glissé de mes doigts et ont heurté le parquet avec ce bruit mouillé et éclaboussant qui semblait faire écho dans ma poitrine. Les nouilles de pad thai se sont étalées sur le sol comme une sorte de bordel prophétique et je me souviens avoir pensé, stupidement, que David allait être furieux à cause de la tache sur ses précieux planchers. C'est là que les voix sont devenues plus claires. Elle parlait de comment elle s'était toujours demandé ce que ça ferait. Comment elle y pensait depuis ma fête de fiançailles 6 mois plus tôt. Comment elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui, à nous, à quel point c'était mal que ce soit moi qui porte sa bague. Et David le gentil, le loyal, qui m'avait demandé en mariage sur une plage à Cabo, qui m'avait tenu dans ses bras pendant les funérailles de mon père, qui m'avait promis l'éternité avec des larmes dans les yeux, lui disait qu'il avait ressenti la même chose. Comment il avait lutté contre ça? Comment il ne pouvait plus lutter? Je suis restée là dans ce couloir, la sauce des plats à emporter qui s'infiltrait dans mes chaussures, et j'ai senti quelque chose de fondamental se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, se fissurer, comme un pare-brise qui a été touché par une pierre mais qui n'a pas encore éclaté. Tu sais que ça va arriver, mais pour l'instant, tu peux encore voir à travers si tu plisses les yeux. La partie rationnelle de mon cerveau me hurlait de partir, faire demi-tour, sortir et faire comme si rien ne s'était passé. Mais mes pieds avaient apparemment décidé qu'ils en avaient assez de recevoir des ordres de mon cerveau, parce qu'au lieu de reculer, je me suis retrouvée à me rapprocher de la porte de la chambre de David. Elle était entr'ouverte juste assez pour voir les cheveux roux de Cassie, les mêmes cheveux roux que j'avais tressés 1000 fois pendant nos soirées pyjama, les mêmes cheveux roux que j'avais aidé à boucler pour le bal de promo, étalés sur les oreillers de David, les mêmes oreillers où j'avais planifié notre lune de miel, où nous avions parlé de prénoms pour bébé, où je m'étais endormie en me sentant en sécurité, aimée et stupide. Ma bague de fiançailles me donnait l'impression de brûler un trou dans mon doigt. Le diamant pour lequel David avait économisé pendant 8 mois, celui que Cassie l'avait aidé à choisir, celui pour lequel elle avait poussé des cris de joie en le qualifiant de parfait, tout en le glissant à son propre doigt pour voir comme ça rendait. Elle savait putain d'exactement comment ça rendait parce qu'elle planifiait ça. La fissure dans ma poitrine s'élargit. Je voulais crier, je voulais foncer à travers cette porte et lui arracher les cheveux et balancer ma bague au visage de David. Je voulais mettre le feu à son appartement et danser dans les cendres en mangeant la nourriture thaï par terre comme une espèce de festin de victoire dérangé. Au lieu de ça, je suis restée là et j'ai regardé toute ma vie se réorganiser autour de cette nouvelle réalité horrible. Il parlait toujours et chaque mot était une nouvelle fissure microscopique dans ce qui restait de mon cœur. Cassie pleurait vraiment, à quel point elle se sentait coupable, à quel point elle n'avait jamais voulu me faire du mal, à quel point elle avait essayé de s'arrêter mais n'avait pas pu. David la consolait, lui disait que ce n'était pas sa faute, que parfois ces choses arrivent, que ce qu'ils avaient été réel et ce que lui et moi avions été confortable. 6 ans de ma vie, et j'étais confortable. Je repensais à chaque fois qu'elle l'avait serré un peu trop longtemps dans ses bras pendant les fêtes. Chaque fois qu'elle avait ri de ses blagues, comme si c'était les choses les plus drôles qu'elle avait jamais entendues. Chaque fois qu'elle m'avait demandé des détails sur notre vie sexuelle, avec ce regard bizarre et affamé dans les yeux. Chaque fois qu'elle avait insisté pour aider avec la préparation du mariage, pour être impliquée dans chaque détail.
Elle ne m'aidait pas à planifier mon mariage. Elle planifiait le sien. Mon téléphone vibra dans ma poche et j'ai failli sortir de ma peau. Un texto de ma mère qui demandait si je voulais venir dîner demain pour discuter des préparatifs finaux du mariage. Les préparatifs pour un mariage qui n'allait apparemment pas avoir lieu. Les préparatifs de mariage pour un mariage qui avait été saboté par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La fissure dans ma poitrine remonta jusqu'à ma gorge. Je reculais de la porte sur des jambes tremblantes, laissant derrière moi le massacre de nourriture thaï comme les preuves d'une scène de crime. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à sortir mes clés de mon sac. Chaque bruit semblait amplifié, le froissement de ma veste, le claquement de mes talons sur le parquet, la conversation chuchotée qui continuait de s'écouler de la chambre comme du poison. J'ai réussi à rejoindre ma voiture avant que l'adrénaline ne retombe et que la réalité ne me frappe vraiment. Ils étaient amoureux. Ils prévoyaient d'être ensemble, et j'étais l'obstacle qui devait être éliminé. J'étais assise dans ma voiture devant l'immeuble de David, fixant ma bague de fiançailles comme si c'était un objet étranger. Le diamant captait la lumière de l'après-midi et projetait de petits arcs en ciel sur mes genoux, et je pensais à comment Cassie avait toujours dit que c'était la plus belle bague qu'elle ait jamais vue. Comment elle l'avait essayée, juste pour s'amuser? Au moins d'une 12aine de fois. Comment elle avait pris des photos de sa main la portant et les avait postées sur les réseaux sociaux avec des légendes sur « un jour ». Ce jour était apparemment arrivé. Mon téléphone sonna et le nom de David apparut sur l'écran. Je le fixai jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale, puis le regardai sonner à nouveau. Et encore. Il paniquait probablement, se demandant où j'étais, si j'avais vu l'explosion de nourriture thaï dans son couloir. La 4e fois qu'il appela, je répondis. Sa voix était soigneusement décontractée, comme s'il lisait un script. Il demandait où j'étais. Il disait qu'il avait trouvé de la nourriture renversée dans son couloir et qu'il s'inquiétait qu'il me soit arrivé quelque chose. Je lui dis que j'allais bien, que j'avais fait tomber la nourriture et décidé de rentrer chez moi plutôt que de nettoyer, que j'étais fatiguée et que j'avais besoin d'espace. Il go bateau, ou fit semblant. Dans tous les cas, il me dit qu'il m'aimait et qu'il me verrait demain, et je dis d'accord et raccrochais. Puis je restais assise dans ma voiture et ris jusqu'à en pleurer, parce que l'homme que je devais épouser dans 3 semaines venait de me regarder dans les yeux, au téléphone, mais quand même, et de me mentir avec la même bouche qui avait été sur ma meilleure amie 1 heure plus tôt, parce que la femme qui était censée se tenir à mes côtés à mon mariage avait systématiquement détruit ma relation pendant des mois, peut-être des années. Parce que j'étais à l'aise, je rentrais chez moi dans mon appartement, celui que j'avais prévu d'abandonner pour que David et moi puissions emménager ensemble après la lune de miel, et m'assis sur mon canapé à fixer la robe de mariée suspendue dans mon placard. La robe que Cassie m'avait aidé à choisir. La robe sur laquelle elle avait pleuré quand je l'avais essayée, disant que j'avais l'air d'une princesse. Elle s'imaginait probablement dedans. La fissure dans ma poitrine s'est finalement brisée complètement et j'ai pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés et la gorge à vif. J'ai pleuré pour les 6 années que j'avais gaspillées avec David. J'ai pleuré pour l'amitié que j'avais perdue. J'ai pleuré pour l'idiote naïve que j'avais été, leur faisant confiance à tous les 2 complètement pendant qu'ils complotaient dans mon dos. Mais surtout, j'ai pleuré parce que je n'avais aucune idée de ce que j'étais censée faire ensuite. Le mariage était dans 3 semaines. Les acomptes étaient payés. Les invités étaient invités. Mes parents avaient pris l'avion de l'autre bout du pays. La famille de David avait pris des congés. Tout le monde était excité, tout le monde était heureux, tout le monde était prêt à célébrer l'histoire d'amour qui était apparemment un mensonge depuis Dieu sait combien de temps. J'allais devoir leur dire, à tous. J'allais devoir expliquer que l'homme avec qui j'avais été pendant 6 ans avait choisi ma meilleure amie plutôt que moi. Que j'avais été si aveugle, si confiante, si putain d'installée que je n'avais rien vu venir. L'humiliation était presque pire que le chagrin. J'ai retiré ma bague de fiançailles et l'ai posée sur la table basse, où elle trônait comme une accusation. La marque qu'elle avait laissée sur mon doigt était pâle et évidente, comme une cicatrice qui prendrait des mois à s'estomper. Mon téléphone a vibré avec un texto de Cassie. « J'espère que tu passes une bonne journée. J'ai hâte de te voir demain pour les essayages. » J'ai fixé ce message longtemps, ce petit cœur qu'elle avait ajouté comme si on était encore amis, comme si elle n'avait pas détruit ma vie, comme si elle ne prévoyait pas de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et de se l'approprier. C'est là que la première étincelle de quelque chose de plus sombre que la tristesse s'est allumée dans ma poitrine. Parce que Cassie avait fait une erreur très cruciale. Elle avait supposé que j'allais me laisser faire, que j'allais discrètement annuler le mariage, me tirer la queue entre les jambes et la laisser glisser sans problème dans la vie qu'elle m'avait volée.
Mais alors que j'étais assise là dans mon appartement, entourée des ruines de mon avenir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas vraiment la personne confortable et prévisible qu'ils pensèrent que j'étais. J'étais furieuse et j'allais devenir très créative. Le truc avec la trahison, c'est que ça ne fait pas que briser ton cœur, ça refait complètement le câblage de ton putain de cerveau. J'ai passé les 3 jours suivants à appeler le bureau pour dire que j'étais malade, à commander beaucoup trop de nourriture chinoise et à rester assise sur mon canapé dans le même pyjama comme une sorte d'ermite du chagrin d'amour. Mais voilà le truc, je ne me complaisais pas dans ma douleur. Je réfléchissais. Et quand je réfléchis, vraiment réfléchis, je deviens dangereuse. Voyez, pendant que David et Cassie préparaient probablement leur grand discours de confession, moi, je faisais quelque chose qu'ils n'attendraient jamais de la part de la gentille et prévisible que je suis. Je menais une enquête. J'ai passé au peigne fin chaque message, chaque post sur les réseaux sociaux, chaque souvenir partagé avec la précision d'un enquêteur judiciaire. Et putain, les preuves étaient partout une fois que j'ai su quoi chercher. Le post Instagram de ma soirée de fiançailles où la main de Cassie reposait sur l'épaule de David d'une manière un peu trop intime. La façon dont elle avait insisté pour être présente à chaque réunion de préparation du mariage. Comment elle m'avait convaincue de repousser le mariage de 3 mois parce que les mariages d'été sont plus romantiques. Comment elle s'était portée volontaire pour coordonner avec tous les prestataires pour que je n'ai pas à me stresser. Elle avait géré mon mariage comme une chef de projet, s'assurant que chaque détail soit parfait pour quand elle prendrait ma place. La réalisation m'a frappée comme un train de marchandises fait de rage pure. Elle ne m'avait pas juste volé mon fiancé, elle avait orchestré mon remplacement pendant des mois. J'ai fait une liste, pas une liste de courses ou une to-do list, mais un inventaire complet de chaque chose que Cassie avait faite pour orchestrer cette trahison. Les fois où elle avait débarqué chez David quand je travaillais tard, les soirées entre filles qu'elle avait annulées à la dernière minute, prétextant des trucs de famille. La façon dont elle m'avait cuisiné pour obtenir des informations sur nos problèmes de couple, notre vie sexuelle, nos projets d'avenir. Mes mains tremblaient pendant que j'écrivais tout ça, mais plus de tristesse, de rage pure et cristalline. Parce que j'ai réalisé que chaque fois que je m'étais confiée à elle sur mes doutes relationnels, chaque fois que je lui avais parlé de disputes avec David, chaque fois que j'avais été vulnérable et honnête avec ma meilleure amie, elle avait collecté des renseignements pour les utiliser contre moi. Le soir où je lui avais dit que j'avais peur que David prenne ses distances, elle avait débarqué chez lui le lendemain avec des cookies faits maison et une épaule sur laquelle pleurer. La fois où j'avais avoué que notre vie sexuelle était devenue un peu routinière, elle avait commencé à laisser entendre à quel point elle était spontanée et aventureuse. La conversation où j'avais admis que je n'étais pas sûre d'être prête pour le mariage, elle avait probablement couru directement chez David avec cette information, se positionnant comme l'option la plus engagée. J'avais envie de vomir, littéralement la nausée, parce que j'avais été l'architecte de ma propre destruction, lui tendant les plans et la boule de démolition pendant qu'elle souriait et me serrait dans ses bras en me disant qu'elle était heureuse pour moi. Au 4e jour, j'avais dépassé la phase d'enquête pour passer en mode planification. Parce que voilà ce que David et Cassie ne savaient pas sur moi. Je ne me contente pas de me mettre en colère, je deviens stratégique. Et je me sous-estimais depuis des années, jouant le rôle de la copine accommodante qui ne créait jamais de problème. Mais être à l'aise ne signifie pas être faible. Cela signifie simplement que je n'avais jamais eu de raison de montrer les crocs avant. J'ai commencé par les bases. J'ai appelé le lieu de mariage et demandé leur politique d'annulation. J'ai appelé le traiteur, le fleuriste, le photographe. J'ai joué la future mariée dévastée, expliquant qu'il y avait eu une urgence familiale et que nous devions reporter indéfiniment. La plupart d'entre eux ont été étonnamment compatissants, surtout quand j'ai commencé à pleurer, ce qui n'était pas difficile, puisque je pleurais pratiquement sans arrêt de toute façon. Mais je n'ai pas tout annulé. J'ai gardé le photographe, lui disant que j'aurais peut-être besoin de ses services pour un autre type d'événement bientôt. J'ai gardé le fleuriste en attente, expliquant que je voudrais peut-être faire quelque chose de plus petit et plus intime. J'ai gardé le lieu pour une autre date, une qui était dans 6 mois au lieu de 3 semaines, parce qu'une idée prenait forme, une idée magnifique, terrible, absolument parfaite. Voyez-vous, il y avait une information cruciale que David et Cassie ne savaient pas que j'avais. Quelque chose que j'avais appris complètement par hasard lors d'un de nos dîners de groupe il y a quelques mois. Les parents de Cassie parlèrent de leur divorce imminent, sa mère déménageait en Floride, son père restait en ville. Et M. Richardson, Robert, comme il avait insisté pour que je l'appelle, avait fait ce commentaire en passant sur le fait qu'il avait hâte de recommencer à sortir avec quelqu'un.
Comment il avait l'impression d'avoir gâché la trentaine en étant marié à quelqu'un qui ne l'appréciait pas? J'avais été polie et soutenante, comme on est censé l'être quand les parents de quelqu'un divorcent. Mais j'avais aussi remarqué autre chose. Robert Richardson était un bel homme. 52 ans, récemment divorcé, architecte à succès, et, c'était le point important, il avait toujours été particulièrement amical avec moi. Il prenait toujours la peine de me demander des nouvelles de mon travail, de mes intérêts, de ma vie. Il semblait toujours sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. À l'époque, j'avais pensé qu'il était juste un bon futur beau-père. Mais maintenant, assise dans mon appartement entourée de débris de planification de mariage et de contenants de plats à emporter, je commençais à me demander s'il n'y avait pas eu autre chose. Quelque chose que j'avais été trop engagée envers David pour remarquer. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver son numéro. Je l'avais eu il y a des mois quand il avait proposé d'aider avec des travaux de construction dans mon appartement. On s'était échangé quelques messages à propos d'entrepreneurs et de couleurs de peinture, des conversations amicales et décontractées. Rien d'inapproprié, rien qui aurait mis David mal à l'aise. Mais maintenant, je regardais ces messages avec un œil différent. Robert avait été charmeur. Subtil, respectueux, mais définitivement charmeur. Il m'avait appelée brillante. Quand j'avais suggéré une solution créative pour la rénovation de ma cuisine, il m'avait envoyé des photos de projets d'architecture qu'il pensait que je trouverais intéressants. Il avait même fait une blague sur le fait que David était un homme chanceux d'avoir quelqu'un avec un si bon goût. J'ai fixé ses coordonnées pendant longtemps, retournant le téléphone dans mes mains comme si c'était une arme dont je décidais si je devais l'utiliser ou non. Parce que ce à quoi je pensais faire était nucléaire. C'était le genre de vengeance qui ferait tout exploser dans un rayon de 80 km, ne laissant que de la terre brûlée et des séquelles psychologiques. Mais plus j'y pensais, plus c'était parfait. Cassie voulait ma vie, elle voulait mon fiancé, mon mariage, mon avenir. Très bien. Elle pouvait avoir David. Mais elle allait devoir vivre avec les conséquences de ses choix. Et une de ces conséquences allait être de m'appeler maman. J'ai commencé à faire des recherches sur Robert Richardson comme si j'écrivais sa biographie. Fouilles approfondies sur les réseaux sociaux, profils professionnels, amis communs qui pourraient avoir des informations. Ce que j'ai trouvé était encourageant. Il était beau, prospère, et selon plusieurs posts de groupes de soutien pour divorcer que j'ai trouvés, il se sentait assez à vif à propos de la trahison de son ex-femme. Apparemment, elle avait une liaison avec son entraîneur personnel pendant 2 ans avant qu'elle ne demande finalement le divorce. Donc, Robert Richardson était récemment divorcé, émotionnellement vulnérable, et avait été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Comme moi. On avait tellement en commun. J'ai aussi découvert qu'il avait posté beaucoup de trucs philosophiques sur Facebook récemment. Des citations sur les nouveaux départs, sur se retrouver après un chagrin d'amour, sur l'importance des connexions authentiques, un comportement classique de rebond, mais aussi une ouverture. Une façon de me connecter avec lui qui semblerait naturelle et organique. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit comme un plan architectural. J'allais contacter Robert, soi-disant pour parler de son divorce puisque je gérais mon propre drame relationnel. Je serais vulnérable, honnête, disponible. Je le laisserais me consoler, et je le consolerais. Et puis, quand le moment serait venu, je deviendrais exactement ce dont il avait besoin. Mais je ne pouvais pas précipiter les choses. Il fallait que ce soit parfait. Il fallait que ce soit crédible. Parce que si j'allais détruire la vie de Cassie aussi complètement qu'elle avait détruit la mienne, je devais bien m'y prendre. J'ai passé la semaine suivante à peaufiner le message parfait pour Robert. Il devait être décontracté mais significatif, amical mais pas trop direct. J'ai fait environ 30 brouillons avant de m'arrêter sur quelque chose qui me semblait juste « Salut Robert, j'espère que tu vas bien. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai repensé à ce que tu avais dit sur le fait de repartir à zéro après une rupture. Je traverse quelque chose de similaire en ce moment et je me demandais si tu aurais envie de prendre un café. J'aurais besoin de conseils de quelqu'un qui a vécu ça. Pas de pression si tu n'en as pas envie. Je pensais juste que ce serait bien de parler à quelqu'un qui comprend. J'espère que tu prends soin de toi. » J'ai fixé ce message pendant environ 1 heure avant de l'envoyer. Parce qu'une fois que j'appuierais sur « Envoyer », il n'y aurait plus de retour en arrière. Je m'engageais sur un chemin qui serait soit la vengeance la plus brillante de l'histoire, soit l'autodestruction la plus spectaculaire. Mais tu sais quoi? J'en avais fini d'être à l'aise. J'en avais fini d'être prévisible. J'en avais fini d'être la personne qui encaisse sans rien dire. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Il a répondu dans les 20 minutes « J'adorerais prendre un café. Que dirais-tu de demain après-midi? Je connais un endroit tranquille où on peut parler sans être dérangé. »
Et merci de m'avoir écrit, ça compte plus que tu ne le penses. J'ai lu ce message environ 50 fois, analysant chaque mot comme s'il s'agissait d'une transmission codée. Le fait qu'il ait suggéré un endroit tranquille, qu'il m'ait remercié d'avoir pris contact, qu'il ait répondu si vite, tout cela suggérait que peut-être ce ne serait pas aussi difficile que je l'avais pensé. Parce que voici ce que j'avais compris sur Robert Richardson au cours de mes recherches, il était seul. Sa femme l'avait quitté pour quelqu'un de plus jeune, sa fille était sur le point de trahir la personne qu'elle prétendait aimer le plus, et il repartait à zéro à 52 ans. Il avait besoin de quelqu'un qui l'apprécierait, quelqu'un qui verrait sa valeur, quelqu'un qui le choisirait en premier. Je pouvais être cette personne. Je pouvais être exactement ce dont il avait besoin, et en retour, il pourrait me donner exactement ce dont j'avais besoin. La vengeance ultime contre la femme qui avait essayé de voler ma vie. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Je me suis habillée, vraiment habillée, pas juste enfiler n'importe quel vêtement qui traînait, mais vraiment faire un effort sur mon apparence. J'ai choisi une robe sophistiquée mais pas trop formelle. J'ai fait mon maquillage avec soin, coiffé mes cheveux. J'avais l'air d'une femme qui maîtrisait sa vie, même si à l'intérieur j'étais encore un ouragan de rage et de chagrin. J'ai retrouvé Robert dans un petit café de l'autre côté de la ville, quelque part où David et Cassie ne penseraient jamais à me chercher. Il était déjà là quand je suis arrivée, se levant pour me prendre dans ses bras comme si nous étions de vieux amis au lieu de gens qui ne s'étaient côtoyés qu'en groupe. Et voici ce qui m'a surprise. Il était séduisant, vraiment séduisant. J'avais toujours pensé à lui comme au père de Cassie, mais assise en face de lui dans ce café, j'ai réalisé qu'il était juste un homme attirant, intelligent, disponible émotionnellement, qui me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. Nous avons parlé pendant 3 heures. De son divorce, de mes problèmes relationnels, je suis restée vague sur les détails, mais honnête sur la douleur, de repartir à zéro, d'apprendre à faire confiance à nouveau. Il était drôle, réfléchi, sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Et plus nous parlions, plus je réalisais que ce n'était plus seulement une question de vengeance. Robert Richardson était vraiment un parti. Il était tout ce que David n'était pas. Attentionné, mature, intelligent émotionnellement. Il posait des questions de suivi sur mon travail, se souvenait des détails de nos conversations précédentes, me faisait me sentir écoutée d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. Quand il m'a raccompagnée à ma voiture, il s'est arrêté avant de dire au revoir. Il m'a demandé si j'aimerais dîner ensemble un jour, quelque part de plus chic qu'un café. Il a dit qu'il avait vraiment apprécié notre conversation, qu'il s'était senti plus lui-même ces dernières heures qu'il ne l'avait été depuis des mois. J'ai dit oui, parce qu'à ce moment-là, je ne planifiais plus seulement une vengeance. Je planifiais un avenir où Cassie devrait regarder son père tomber amoureux de la femme qu'elle avait trahie, où elle devrait sourire et être polie pendant que je deviendrais partie de sa famille d'une façon dont elle ne pourrait jamais s'échapper, où elle devrait m'appeler maman, à chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille, pour le reste de sa vie. Le meilleur, j'étais presque sûre que j'allais prendre plaisir, parce que Robert Richardson me regardait comme si j'étais précieuse, comme si j'étais quelqu'un qui méritait d'être choisi, comme si j'étais tout sauf ordinaire, et Cassie n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 6 semaines plus tard, j'étais assise dans la cuisine de Robert Richardson, portant son sweatshirt de Columbia University et rien d'autre, le regardant me préparer des œufs bénédicts à partir de zéro pendant qu'il fredonnait un vieux standard de jazz. Et je ne vais pas mentir, ce n'était plus seulement de la vengeance. C'était moi qui découvrais que j'avais fréquenté un putain de gamin pendant 6 ans, alors que j'aurais pu être avec un homme qui savait faire la sauce hollandaise et une pipe incroyable le même matin. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant que David était probablement encore en train de chercher comment me dire qu'il était amoureux de ma meilleure amie, je tombais amoureuse de quelqu'un qui me méritait vraiment. Quelqu'un qui m'apportait des fleurs juste parce que c'était mardi. Quelqu'un qui écoutait quand je parlais de ma journée au lieu de faire défiler son téléphone. Quelqu'un qui me faisait sentir que je valais plus que juste du confort. Mais ne vous méprenez pas, l'élément vengeance était toujours absolument délicieux. J'avais été stratégique. Robert et moi nous voyions depuis 6 semaines, et j'avais fait attention à ce que David ou Cassie ne se doutent de rien. J'avais dit à mes parents que je prenais du temps pour réfléchir avant le mariage, ce qui m'avait donné l'espace nécessaire pour naviguer la situation sans avoir à expliquer pourquoi j'étais soudainement rayonnante et heureuse au lieu d'être stressée par l'organisation du mariage.
Le beau côté de sortir avec le père de ta meilleure amie, c'est que tu as des informations privilégiées. Je connaissais l'emploi du temps de Cassie, ses restaurants préférés, ses habitudes sur les réseaux sociaux. Je savais exactement quand et où elle serait le plus susceptible de voir quelque chose qui détruirait son monde. Robert et moi prenions les choses lentement, enfin lentement pour des gens qui sortaient tous les deux de trahisons majeures et qui avaient une alchimie incroyable. Nous avions eu de vrais rendez-vous, de longues conversations sur nos vies et nos objectifs, passé des week-ends entiers ensemble à parler et rire et découvrir que nous avions bien plus en commun que juste notre expérience partagée d'avoir été trahis par des gens en qui nous avions confiance. Il était brillant, drôle, gentil et, cette partie était importante, complètement inconscient que sa fille était en train de baiser mon ex-fiancé. J'attendais le bon moment pour le lui dire. Pas parce que je voulais être malhonnête, mais parce que je voulais m'assurer que notre relation était assez solide pour survivre aux retombées nucléaires qui allaient arriver. Parce qu'une fois que Robert saurait ce que Cassie avait fait, il y aurait un drame familial qui ferait passer les Real Housewives pour une retraite de méditation. Ce moment est arrivé un dimanche matin où nous lisions le journal ensemble dans son lit et son téléphone a vibré avec un texto de Cassie qui demandait s'il voulait déjeuner cette semaine. Elle voulait prendre des nouvelles et parler de nouvelles excitantes. J'ai senti Robert se tendre à côté de moi en lisant le message. « Elle a été bizarre dernièrement », dit-il en me montrant le téléphone. « Secrète. Heureuse mais avec un sentiment de culpabilité, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'elle voit quelqu'un de nouveau mais ne veut pas me le dire. Et c'est là que j'ai su que c'était le moment. Je me suis tournée vers lui, prenant une grande inspiration. « Robert, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Cassie. Et à propos de pourquoi mes fiançailles ont pris fin. La conversation qui a suivi a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Non pas parce que je me sentais coupable, merde à ça, mais parce que j'ai dû regarder cet homme auquel j'avais appris à tenir découvrir que sa fille était capable du même genre de trahison qu'il venait de survivre avec son ex-femme. Je lui ai tout raconté. L'incident du restaurant Thai, les mois de preuves que j'avais découvertes, la façon systématique dont Cassie avait démantelé ma relation tout en prétendant être ma meilleure amie. Je lui ai montré les textos, les publications sur les réseaux sociaux, la chronologie que j'avais construite de sa tromperie. Robert a écouté sans m'interrompre, son visage traversant une série d'émotions que j'ai reconnues de mon propre miroir il y a 6 semaines. Choc, incrédulité, colère, déception et finalement une sorte de tristesse résignée qui m'a fait mal au cœur pour lui. « Bon sang !» dit-il finalement, passant ses mains dans ses cheveux. « Je l'ai mieux élevé que ça. Je pensais l'avoir mieux élevé que ça. Ce n'est pas ta faute, dis-je le pensant vraiment. Certaines personnes sont simplement capables de choses que le reste d'entre nous ne peut pas imaginer. » Il est resté silencieux longtemps, fixant les preuves que j'avais étalées comme un procureur présentant une affaire. Puis il m'a regardé avec cette expression qui était moitié admiration, moitié inquiétude. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il. Et c'est là que je lui ai parlé du lieu de mariage que j'avais gardé sous contrat, du photographe, du fleuriste, de l'officiant que j'avais contacté, du plan qui se formait dans mon esprit depuis des semaines. « Je veux t'épouser », dis-je simplement. Pas juste pour la vengeance, même si ça va être putain de spectaculaire, mais parce que je suis plus heureuse avec toi que je ne l'ai jamais été avec quelqu'un. Parce que tu me fais sentir que je vaux la peine d'être choisie en premier. Parce que je pense qu'on pourrait vraiment être formidables ensemble. Robert me fixa comme si je venais de lui proposer de braquer une banque ensemble. Ce qui, d'une certaine façon, j'imagine que c'était le cas. « Tu veux m'épouser pour te venger de ma fille ?» dit-il lentement. « Non, le corrigeai-je. Je veux t'épouser parce que je tombe amoureuse de toi. Le fait que ça va rendre la vie de ta fille infernale n'est qu'un bonus. » Il rit alors, ce son court et sec qui était moitié choc et moitié amusement sincère. « Tu es sérieuse ?» ?»« On ne peut plus sérieuse. J'ai un lieu, des prestataires et une liste d'invités qui inclut tous ceux qui étaient censés venir à mon mariage avec David. Tout ce qu'il me faut, c'est un marié prêt à faire une déclaration. »« Une déclaration ?» répéta-t-il. « La déclaration étant que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas détruire la vie de quelqu'un et s'attendre à ce qu'elle disparaisse en silence. » Que parfois, la personne que tu baises se montre créative pour te baiser en retour. Robert resta silencieux longtemps, digérant ce que je venais de lui proposer, et je pus voir le moment où il prit sa décision, quand quelque chose bascula dans ses yeux, passant du choc à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la détermination. « Elle va te détester, » dit-il finalement. « Elle me déteste déjà, fis-je remarquer. Elle ne se l'est juste pas encore avoué.
mais elle le fera quand elle devra expliquer à tout le monde pourquoi elle couche avec l'ex-fiancé de sa belle-mère. Et David? David va devoir vivre avec le fait qu'il a jeté 6 ans avec quelqu'un qui lui aurait été fidèle pour quelqu'un qui était prêt à trahir sa meilleure amie. Il finira par comprendre que si elle peut le faire avec lui, elle peut le lui faire. Robert hocha lentement la tête, puis tendit la main vers son téléphone. « Je dois appeler mon avocat. »« Pourquoi ?»« Parce que si je dois t'épouser, je veux m'assurer que mes biens sont protégés. Pas de toi, ajouta-t-il rapidement, voyant mon expression. De la tempête de merde qui va s'abattre sur nous tous. Nous avons passé la semaine suivante à planifier le mariage le plus magnifiquement vindicatif de l'histoire. J'ai gardé la même date que j'avais initialement prévue pour mon mariage avec David, dans 3 semaines. J'ai gardé le même lieu, les mêmes fleurs, le même photographe. J'ai même gardé la même robe, parce que merde, j'étais magnifique dedans, et je n'allais pas laisser la trahison de Cassie me voler ça aussi. La liste d'invités, c'est là que les choses devenaient intéressantes. Tous ceux qui avaient été invités à mon mariage avec David recevaient une nouvelle invitation, à mon mariage avec Robert Richardson. Même heure, même lieu, mariés complètement différents. Les cartons de réponse incluaient une note expliquant qu'il y avait eu un changement de circonstances et que j'étais ravie de partager mon jour spécial avec quelqu'un qui méritait vraiment mon amour. J'ai livré en main propre l'invitation de Cassie. J'avais surveillé son emploi du temps et je savais qu'elle serait dans son café préféré mardi matin, probablement en train de retrouver David pour planifier leur grande confession. Je suis entrée en portant la bague de fiançailles que Robert m'avait donnée, une pièce vintage art déco qui était environ 10 fois plus belle que celle que David avait choisie, et me suis assise à la table à côté de la leur. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont pas remarqué au début. J'ai eu droit à environ 5 minutes de leur planification sur la façon de m'annoncer la nouvelle, comment minimiser les dégâts, comment faire croire que c'était arrivé comme ça, au lieu de quelque chose qu'ils orchestraient depuis des mois. « Elle va être anéantie », disait Cassie en remuant son latte et avec cette expression faussement inquiète. « Mais peut-être que c'est pour le mieux. Je veux dire, elle mérite quelqu'un qui l'aime complètement, pas quelqu'un qui se contente de faire avec. » Se contenter. Ce mot encore. Je me sens terrible à cause du timing, a dit David. Mais tu as raison. Mieux vaut en finir maintenant que de se lancer dans un mariage qui n'aurait pas marché de toute façon. Un mariage qui n'aurait pas marché de toute façon. J'ai toussé pour attirer leur attention. Ils se sont tous les deux retournés, et j'ai pu voir leur visage traverser le même parcours émotionnel que celui de Robert, sauf avec beaucoup plus de panique et beaucoup moins de dignité. « Salut les amis !» ai-je dit joyeusement, me levant et me dirigeant vers leur table. « Ça vous dérange si je me joins à vous? J'ai quelque chose d'excitant à partager. » Le visage de Casey était devenu complètement blanc. David avait l'air sur le point de vomir sur son ordinateur portable. « Elena !» a commencé Cassie, mais j'ai levé la main. « Avant que tu dises quoi que ce soit, j'ai une annonce à faire. » J'ai sorti le faire-part de mariage et l'ai posé sur la table entre eux. « Je me marie !» Ils ont fixé l'invitation comme si c'était une bombe qui pouvait exploser. « Dans 3 semaines, samedi, » ai-je continué. « Même lieu, même heure que mon mariage initial. Je sais que c'est du court préavis, mais quand on sait, pas vrai? » David a pris l'invitation avec des mains tremblantes. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il la lisait. J'ai vu la confusion se transformer en choc, puis en quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. « Robert Richardson », a-t-il dit lentement. « Ce n'est pas... » « Le père de Cassie ?» ai-je terminé serviablement. « Mon fiancé. » Enfin, l'un d'eux était mon fiancé. L'autre n'était qu'un bouche-trou jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui veuille vraiment être avec moi. Cassie a fait ce bruit comme un animal blessé. « Elena, tu ne peux pas épouser mon père. » En fait, si. J'ai vérifié avec l'État de New York et il n'y a rien qui m'empêche d'épouser ton père. Surtout que je ne suis plus fiancée à personne d'autre. J'ai regardé David de façon appuyée. Drôle comme ça s'est arrangé. C'est dingue, a dit David, se levant si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu fais ça pour te venger de nous. Je fais ça parce que le père de ta fiancée est un homme incroyable qui sait comment traiter une femme. Le fait que ça va compliquer vos vies n'est qu'une heureuse coïncidence. Elena, s'il te plaît, a dit Cassie, et elle pleurait vraiment maintenant. Je sais que tu es blessée, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas épouser mon père juste pour me faire de la peine. Je ne l'épouse pas pour te faire de la peine, dis-je calmement. Je l'épouse parce que je l'aime, parce qu'il est gentil et drôle et intelligent et qu'il me fait sentir que je vaux plus que de me contenter de peu, parce qu'il m'apporte des fleurs et me fait rire et me fait l'amour comme si j'étais la plus belle femme au monde. Cassie tressaillit comme si je l'avais giflée. « Mais tu as raison sur une chose ?» continuai-je. « Je suis blessée.
Je suis blessée que ma meilleure amie depuis le collège ait passé des mois à détruire systématiquement ma relation pour pouvoir voler mon fiancé. Je suis blessée que l'homme avec qui je comptais passer ma vie ne faisait apparemment que tuer le temps en attendant quelque chose de mieux. Je suis blessée que vous m'ayez tous les deux regardé dans les yeux et menti pendant Dieu sait combien de temps pendant que vous planifiez mon remplacement. Je pris l'invitation et la glissai plus près de Cassie. Mais je ne suis plus blessée. Je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Et dans 3 semaines, je vais épouser l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré et tu vas devoir m'appeler maman. Le silence qui suivit était absolument magnifique. Ils restèrent assis là à me regarder comme si j'étais une étrangère, ce que j'étais sans doute. Parce que l'Helena qu'ils avaient connue, l'Helena confortable et prévisible qui encaissait sans broncher, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de prendre sa revanche et puis d'obtenir tout ce qu'on a toujours voulu. Je devrais y aller, dis-je en me levant. J'ai un mariage à organiser. Oh, et Cassie? Ton père est vraiment excité à l'idée de me conduire à l'hôtel. Il dit que ça va être le plus beau jour de sa vie. Je sortis de ce café avec l'impression de pouvoir voler, parce que je venais de faire exploser une bombe nucléaire au milieu de leur parfaite petite histoire d'amour, et les retombées allaient être spectaculaires. Mon téléphone se mit à sonner avant même que j'arrive à ma voiture. David, puis Cassie, puis encore David. Je laissais tous les appels aller sur la messagerie. J'avais des choses plus importantes à faire, comme appeler Robert pour lui dire à quel point la première phase de notre plan s'était parfaitement déroulée. « Comment ont-ils pris la nouvelle ?» demanda-t-il quand je l'eus au téléphone. « Exactement comme nous l'espérions. Cassie est en mode panique totale. David a l'air d'avoir vu un fantôme, et je suis à peu près sûre qu'ils vont tous les deux passer les 3 prochaines semaines à essayer de trouver comment nous arrêter. »« Parfait, » dit Robert, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Parce que je viens de raccrocher avec mon avocat. Tout est en place. Le contrat de mariage nous protège tous les deux, et j'ai programmé un rendez-vous avec Cassie pour demain pour discuter de ses choix de vie récents. Tu vas vraiment la confronter? Je vais lui donner la chance de s'expliquer. Et ensuite, je vais lui dire que les actes ont des conséquences, et qu'elle va apprendre à quoi ressemblent ces conséquences. Je souris, sentant cette chaleur familière se répandre dans ma poitrine. Cette même chaleur que je ressentais depuis des semaines, chaque fois que Robert prouvait qu'il était exactement le genre d'homme que j'avais pensé qu'il était. Fort, déterminé, loyal envers les gens qui méritaient sa loyauté. « Je t'aime », dis-je, et je le pensais complètement. « Je t'aime aussi. »« Et Helena ?»« Merci. »« Pourquoi ? De m'avoir donné la chance d'être l'homme que je veux être? De m'avoir montré ce que ça fait d'être choisi en premier? De m'avoir rappelé que parfois les meilleures choses viennent des pires situations? » J'ai raccroché et je suis rentrée chez moi, dans mon appartement, où ma robe de mariée était suspendue dans le placard, attendant sa seconde chance. Dans 3 semaines, j'allais marcher vers l'hôtel en direction d'un homme qui m'aimait, entouré de gens qui tenaient à moi, portant une robe qui me faisait me sentir comme une reine. Et Cassie allait devoir regarder tout ça en sachant qu'elle avait créé son propre pire cauchemar. Ce serait parfait. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de préparatifs de dernière minute, d'appels familiaux et d'observer les tentatives de plus en plus désespérées de David et Cassie pour me joindre. Ils laissaient des messages vocaux, envoyaient des textos, se présentaient même à mon immeuble. J'ignorais tout ça, j'étais trop occupée à être heureuse. Robert et moi avons passé ces semaines à apprendre à nous connaître encore mieux, à faire des projets pour notre avenir et à tomber plus profondément amoureux. Nous parlions de tout, nos espoirs, nos peurs, nos rêves pour ce qui viendrait ensuite. Et à chaque conversation, je devenais plus certaine que ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était de trouver la personne avec qui j'étais censée être depuis le début. 2 jours avant le mariage, Cassie a tenté un dernier mouvement désespéré. Elle s'est présentée chez Robert alors que j'étais là, exigeant de lui parler seul à seul. J'ai ouvert la porte. « Bonjour ma fille », dis-je doucement. « Comme c'est agréable de te voir ». L'expression sur son visage était tout ce que j'avais espéré et plus encore. « J'ai besoin de parler à mon père », dit-elle, essayant de me dépasser. « Bien sûr que oui, mais il est occupé en ce moment. Nous avons un dîner romantique avant notre week-end de mariage. Tu comprends? Helena, s'il te plaît. » Ça a assez duré. Tu as fait valoir ton point? Quel point? Que tu es en colère. Que tu veux me faire du mal? Je comprends. Mais tu ne peux pas vraiment aller jusqu'au bout. J'ai fait un pas de côté et je l'ai laissé entrer dans la maison, où Robert attendait dans le salon. Il regarda sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, de la déception mélangée à quelque chose qui aurait pu être du dégoût. « Bonjour, Cassie. »
dit-il tranquillement. Papa, tu dois arrêter ça. Tu dois voir qu'elle t'utilise pour se venger de moi. Vraiment? Demanda Robert, me regardant avec une curiosité genuine. Tu te sers de moi, Elena? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je ne pense pas. Tu te sers de moi pour te venger de ton ex-femme qui t'a trompé? Non, dit-il. Je t'épouse parce que je t'aime. Et moi je t'épouse parce que je t'aime aussi. Le fait que ça va rendre la vie de Cassie inconfortable n'est qu'un bonus. Cassie nous regardait tour à tour comme si on parlait une langue étrangère. C'est de la folie, dit-elle finalement. Vous ne pouvez pas être sérieux. Nous sommes tout à fait sérieux, dit Robert. Et franchement, je suis fière d'Elena de ne pas t'avoir laissé détruire sa vie sans conséquence. Ce que tu lui as fait était cruel et égoïste, et tu vas devoir vivre avec les résultats. Mais elle va être ma belle-mère? Oui, dis-je joyeusement. Et tu vas être ma belle-fille. Ce ne sera pas amusant? Cassie s'est mise à pleurer alors, de gros sanglots disgracieux qui m'auraient peut-être fait de la peine si je n'avais pas passé les 2 derniers mois à reconstruire ma vie après qu'elle l'ait détruite. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle entre ses sanglots. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu l'as fait, dis-je simplement. Tu m'as fait mal de la pire façon possible. Et maintenant tu vas devoir vivre avec les conséquences. Elle regarda son père une dernière fois, cherchant un signe qu'il pourrait changer d'avis. Mais l'expression de Robert était glaciale. « Je te suggère de trouver comment être heureuse pour nous, » dit-il. « Parce qu'on se marie demain, et c'est la famille avec laquelle tu vas devoir composer pour le reste de ta vie. » Après son départ, Robert et moi sommes restés assis en silence confortable pendant un moment, digérant ce qui venait de se passer. « Tu penses qu'elle viendra au mariage ?» demandai-je. « Je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance. Les gens qui comptent seront là. » Il avait raison. Les gens qui comptaient, mes parents, mes vrais amis, la famille et les amis de Robert, allaient tous être là pour célébrer avec nous. Et si Cassie n'arrivait pas à l'accepter, c'était son problème, pas le nôtre. Ce soir-là, je suis restée allongée dans mon lit à penser au parcours qui m'avait menée ici. Il y a 6 semaines, j'étais une femme brisée qui avait découvert que toute sa vie était construite sur des mensonges. Maintenant, j'étais sur le point d'épouser un homme qui m'aimait complètement, qui me choisissait en premier, qui me faisait sentir que je valais plus que tout ce que j'avais jamais imaginé. La vengeance était douce, mais l'amour l'était encore plus. Demain, j'allais devenir Madame Robert Richardson, et Cassie allait devoir vivre avec le fait qu'elle avait créé son propre cauchemar. Je ne pouvais plus attendre. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée dans mon propre appartement pour la dernière fois en tant qu'Elena Martinez. Le soir venu, je serais Elena Richardson et Cassie devrait me présenter aux gens comme sa belle-mère. Si ça ce n'est pas une justice poétique, alors je ne sais pas ce que c'est. Ma mère était là dès 7 heures du matin, s'affairant avec du café et des viennoiseries, arborant cette expression d'excitation à peine contenue. Elle s'était inquiétée pour moi pendant des semaines, après que j'ai annulé le mariage avec David. Mais dès qu'elle a rencontré Robert, j'ai pu voir le soulagement dans ses yeux. Voilà à quoi ressemblait un homme amoureux. Voilà ce que je méritais. « Tu rayonnes ?» dit-elle en m'aidant à enfiler la robe qui attendait sa seconde chance. « Ça fait des années que je ne t'ai pas vue aussi heureuse. » Elle avait raison. J'irradiais de bonheur d'une façon qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec le fait que dans 3 heures, j'allais épouser quelqu'un qui me faisait me sentir comme la meilleure version de moi-même. Le lieu ressemblait exactement à ce dont j'avais rêvé, en mieux encore. Les mêmes fleurs, le même décor élégant, mais maintenant tout semblait juste. Comme si ça avait attendu le bon marié depuis le début. Robert était arrivé tôt pour accueillir les invités et j'entendais des rires venir de la salle de réception. De vrais rires, pas le genre nerveux et forcé qui avait hanté la planification de mon mariage original. Ma photographe, la même que j'avais engagée pour le mariage avec David, m'a prise à part alors que je recevais mes dernières retouches. « Il faut que je vous dise, » dit-elle, « ça fait 15 ans que je photographie des mariages et je n'ai jamais vu une mariée paraître aussi authentiquement heureuse. Quoi qu'il se soit passé avec cet autre type, vous avez définitivement fait le bon choix. Si seulement elle connaissait toute l'histoire. » 20 minutes avant la cérémonie, mon père a frappé à la porte de la suite nuptiale. « Il y a quelqu'un qui veut te voir, » dit-il, et son expression était soigneusement neutre de cette façon qui signifiait qu'il essayait de ne pas influencer ma réaction. « Cassie !» Elle se tenait dans le couloir, portant une robe noire complètement inappropriée pour un mariage, les yeux rouges et gonflés. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des semaines. Ce qui, soyons honnêtes, était probablement le cas. « Je suis venue m'excuser. » dit-elle sans préambule. « Et pour te souhaiter le meilleur. »
Je l'ai fixé longuement, cette personne qui avait été ma meilleure amie pendant 15 ans et ma pire ennemie ces 2 derniers mois. Et vous savez quoi? Je ne ressentais rien. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié. Juste rien. D'accord, dis-je. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, continua-t-elle, les mots se bousculant comme si elle les avait répétés. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Mais il faut que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu détruire ta vie. Tu n'as pas détruit ma vie, dis-je calmement. Tu as détruit la vie que je pensais vouloir. Il s'avère que la vie que je voulais vraiment était bien meilleure. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Je sais que tu fais ça pour me blesser. Et je le mérite. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon père pour te venger de moi. C'est un homme bien et il ne mérite pas d'être utilisé comme une arme. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'étais plus en colère. Je n'avais plus mal. J'étais juste finie. Je n'utilise pas ton père, dis-je. Je l'aime. Vraiment, sincèrement. Plus que je n'ai jamais aimé David, si je suis honnête. Ce qu'on a est réel, et c'est bien, et ça va durer parce que c'est basé sur l'honnêteté et le respect mutuel au lieu de la commodité et du compromis. Mais tu as commencé à sortir avec lui pour te venger de moi. J'ai commencé à sortir avec lui parce que c'est un homme incroyable qui était libre. Le fait que ça te mette mal à l'aise n'est qu'un bonus. Elle pleurait encore, ses larmes silencieuses qui faisaient couler son mascara. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Je ne sais pas comment t'affronter au dîner de famille et aux fêtes et... Tu trouveras, dis-je, parce que tu vas devoir. C'est ta nouvelle réalité et tu l'as créée. Alors tu dois vivre avec. La marche nuptiale a commencé à jouer et j'entendais les invités se lever. Mon moment était arrivé. Je dois y aller, dis-je à Cassie. J'ai un mariage à honorer. Est-ce que tu vas m'inviter au truc de famille? Demanda-t-elle doucement. J'ai réfléchi à ça. Probablement, parce que c'est ce que font les familles normales, et je veux avoir une famille normale avec ton père. Mais ne confonds pas ça avec le pardon. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que j'aime Robert, et il t'aime malgré tout, et je ne vais pas être le genre d'épouse qui l'oblige à choisir entre sa fille et son bonheur. Elle hocha la tête, s'essuyant les yeux. Merci. Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas encore vécu ton premier dîner de famille où tu dois passer les pommes de terre à ta belle-mère qui était ta meilleure amie. Je me suis éloignée d'elle et dirigée vers la musique, vers mon avenir, vers un homme qui m'attendait à l'hôtel avec des larmes dans les yeux et un sourire qui était de la joie pure. La cérémonie était parfaite. Pas parfaite comme j'avais imaginé que mon mariage le serait, mais parfaite de la façon dont la vraie vie est parfaite, désordonnée et compliquée et absolument juste. Quand Robert m'a vu descendre l'allée, il s'est mis à pleurer, et puis j'ai commencé à pleurer moi aussi, et quand nous sommes arrivés aux vœux, la moitié de l'assemblée pleurait également. « Tu m'as sauvée », a-t-il dit dans ses vœux. « Tu m'as rappelé ce que ça fait d'être choisi en premier, d'être la priorité de quelqu'un, d'être aimé pour qui je suis au lieu de qui je pourrais devenir. Je promets de te choisir en premier, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Quand il a glissé la bague à mon doigt, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas seulement la bague, mais toute ma vie. Comme si tout ce qui s'était passé, la trahison, le chagrin, la colère, la planification, avait mené à ce moment. La réception a été un tourbillon de félicitations, de danse et de bonheur authentique. David n'est pas venu, ce qui était probablement mieux ainsi. Cassie, rôdant dans le fond comme un spectre vêtu de noir, mais je l'ai à peine remarqué. J'étais trop occupée à être heureuse. 6 mois plus tard, je suis assise dans la cuisine de Robert, notre cuisine, en le regardant faire des crêpes du dimanche matin pendant que je trie les photos de mariage. On a l'air ridiculement heureux sur chacune d'entre elles, comme des gens qui ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Cassie et David sont toujours ensemble, apparemment. Ils ont déménagé à l'autre bout du pays après le mariage, ce qui a résolu le problème des dîners de famille gênants pour tout le monde. Elle envoie des cartes d'anniversaire à Robert et l'appelle pendant les grandes fêtes, et il est poli mais distant. La relation qu'ils avaient avant a disparu, et nous savons tous qu'elle ne reviendra jamais. Est-ce que je me sens coupable à ce sujet? Parfois. Mais ensuite, je me souviens de ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait, et je réalise que certains ponts sont faits pour être brûlés. Robert et moi construisons quelque chose de réel. Nous parlons d'acheter une maison ensemble, peut-être voyager, peut-être même avoir des enfants si nous décidons que nous les voulons. Nous planifions un avenir basé sur une compatibilité réelle au lieu de juste la commodité. Et voici ce qui me surprend le plus. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je ne suis plus Elena confortable et prévisible qui encaisse sans rien dire. Je suis quelqu'un qui connaît sa valeur, qui exige mieux, qui est prête à se battre pour ce qu'elle veut.
La vengeance m'a appris que je suis capable de plus que je n'avais jamais imaginé. Est-ce que je le referai? Absolument. Pas parce que j'ai pris plaisir à faire du mal à Cassie, bien que je ne mentirai pas, il y a eu une certaine satisfaction à la regarder se tortiller, mais parce que ça m'a mené à Robert. Ça m'a mené à une histoire d'amour qui vaut vraiment la peine d'être racontée. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est de construire une vie meilleure pour soi-même. Et parfois, si tu as vraiment de la chance, tu peux faire les deux. Bienvenue dans la famille, Cassie. Maman est rentrée?